Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose un conte que tu connais bien. Il s'appelle Barbe Bleue. Il y a plusieurs versions de ce conte. Alors, il y a celle de Charles Perrault, celle des frères Grimm aussi, mais j'ai choisi une autre version encore. Une version aux accents slaves et hongrois. En fait, cette version, elle est proposée par Clarissa Pinkola Estés dans son livre « Femmes qui courent avec les loups ». Tu es bien installé? Alors écoute. Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des Sœurs Blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il arrivé là? Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelles raisons elles ont voulu conserver ce genre de relique, pourtant le fait est là. Une amie l'a vu de ses propres yeux. La barbe est bleue d'après elle. Très exactement indigo, aussi bleu que la glace dans les profondeurs du lac, que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes. On le connaissait sous le nom de Barbe Bleue. On raconte qu'il a courtisé 3 sœurs en même temps, mais il leur faisait peur avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis. Il jucha la mère et ses filles et tous partirent au petit trot dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher, leurs chiens courant devant eux ou à leur côté. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe Bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire « Après tout, peut-être ce Barbe Bleue n'est-il pas si mal que ça ?» Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des bons moments qu'au fond elles avaient passés. Pourtant, les 2 sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons. Elles se jurèrent de ne plus revoir Barbe Bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que ça. Plus elle s'en persuadait, et moins il lui semblait affreux, et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un temps. Invite ta famille si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval dans des bois, demander au cuisinier de te préparer un festin, faire tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Voici l'anneau avec mes clés. Tu peux ouvrir toutes les portes du château, celles des magasins à provisions, celles des chambres où je garde mon argent, mais cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sers pas. » Son épouse répondit « Je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille,
mon cher époux, et revenez vite. » Il s'éloigna donc sur son cheval et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir et elles étaient comme tout le monde très curieuses de savoir ce que le maître avait dit de faire pendant son absence. « Il a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous souhaiterions, sauf une. Mais je ne sais de laquelle il s'agit. J'ai juste la clé, j'ignore quelle porte elle ouvre. » Les sœurs décidèrent de s'amuser et découvrir quelle porte la clé ouvrait. Le château avait 2 étages et chaque aile avait 100 pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre. Il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes, plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveugle. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspond à rien du tout. Comme elles prononçaient ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand ils essayèrent de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria : « Ma sœur, apporte ta clé. C'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte. » Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et la tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. « Ma sœur, apporte une chandelle. » Elles allumèrent une chandelle et, la tenant, pénétrèrent dans la pièce. Les 3 femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait là une mare de sang caillé, des os noircis et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte, puis, d'une main tremblante, sortirent la clé de la serrure et restèrent pantelantes. Leur poitrine se soulevait. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» L'épouse baissa les yeux vers la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. « Oh non !» s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule clé dans ses mains et s'efforça de lui rendre son aspect premier, mais en vain. L'épouse cacha la minuscule clé dans sa poche et courut à la cuisine. Lorsqu'il y parvint, sa robe blanche était tachée de rouge de la poche à l'ourlet, car la clé pleurait lentement des larmes de sang pourpre. Elle ordonna à la cuisinière : « Vite, donne-moi du tissu de crin. » Elle récura la clé, mais celle-ci ne cessait de saigner. Des gouttes de sang rouge vif en tombaient. Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre, puis la recura de nouveau et la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour faire cesser le flot. Mais rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Mais Seigneur, que vais-je faire ?» se dit-elle. « Ah, j'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé, je vais la placer dans la garde-robe et fermer la porte. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout ça va s'arranger. » Ainsi fit-elle. On va s'arrêter là. On lira la seconde partie du conte dans 15 jours, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je te propose d'analyser ce qu'on vient de lire. J'ai envie de préciser quelque chose tout de suite. Si on pense que ce conte s'adresse uniquement aux jeunes filles ou aux femmes qui devraient se protéger de Barbe Bleue, on se trompe. En fait, ce conte s'adresse à tout le monde, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes. Parce que Barbe Bleue peut être homme comme femme, il peut même être un groupe de personnes. Je vais expliquer tout ça, reste avec moi. Déjà, qui est ce Barbe Bleue ? Alors je pense qu'on a compris que c'est quelqu'un de vraiment dangereux. C'est quelqu'un qui
ne veut pas du bien, qui ne nous veut pas du bien. Il veut pas du bien à son épouse. En tout cas, ça c'est clair. Autrement dit, c'est un prédateur. Regarde bien comment tout se joue ici. La jeune fille, la plus jeune des 3 sœurs, au premier abord se méfie de cet homme qu'elle trouve bizarre. Il a la barbe bleue, cette barbe projette une ombre étrange, nous dit le conte. Il nous dit aussi que cet homme fait peur. En gros, l'intuition de la jeune fille lui crie, ne lui dit pas simplement, lui crie d'éviter cet homme. Et même ses 2 sœurs aînées sont prises de soupçons. Le conte vraiment insiste bien là-dessus. Mais contre tout bon sens, la plus jeune des 3 sœurs commence à analyser, elle commence à raisonner et finit par se persuader que peut-être, après tout, cet homme, il n'est pas si mauvais que ça. Là déjà, elle commence à s'éloigner de son vrai ressenti. Des choses qu'on ressent au fond de soi, tu vois. Et il est parti dans sa tête. Et voilà, le mariage a donc lieu. Cet homme est riche, il a un certain statut social, tout est pour le mieux, voilà un mariage qui paraît tout à fait raisonnable. Mais évidemment, tout ne se passera pas comme prévu, ou en tout cas pas comme imagine la jeune fille, sinon il n'y aura pas de conte de fées. Donc on a dit tout à l'heure que Barbe Bleue est un prédateur. Et sa jeune épouse, elle va découvrir une pièce cachée, remplie de cadavres et de sang de ses précédentes épouses. Elle est choquée, évidemment, mais au fond d'elle, elle savait depuis le début que quelque chose ne tournait pas rond. Simplement, elle ne voulait pas le voir. Là, on peut dire qu'elle a vu, et à partir de ce moment-là, elle ne pourra plus jamais faire comme si cette pièce cachée n'existait pas. Et ce moment précis où elle découvre ce carnage, ce moment va sonner en fait la fin de ses illusions de jeune fille, des fantasmes de frivolité. À partir de là, il s'agit d'entrer dans la réalité. Chasser les illusions, y voir ce Barbe Bleue pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le prédateur de notre psyché. Voilà, on l'a dit. Justement, on peut bien sûr analyser ce conte du point de vue de la femme ou de la jeune fille naïve et innocente qui tombe sur un pervers narcissique, représenté par Barbe Bleue, et qui croit qu'avec la force de son amour, elle va pouvoir soigner et guérir cet être monstrueux. Il y a beaucoup de cas comme ça, et c'est un vrai sujet. Ça a d'ailleurs été aussi un sujet pour moi il y a quelques années. Mais je suggère qu'on élargisse notre propos ici, parce que Barbe Bleue est un prédateur qui vit aussi dans la psyché de tout un chacun. Comme je disais au début, on est tous concernés, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, tous. Comment on pourrait définir ça ? C'est une force psychique qui vit au fond de nous, qui nous enferme, qui nous embrouille, nous empêche de voir clair, nous entrave, nous coupe les ailes. En gros, elle ne nous veut pas du bien. C'est elle qui nous rend vulnérables d'ailleurs, et fait qu'on est pris au piège d'un être malveillant, d'un pervers narcissique par exemple, homme ou femme d'ailleurs. Les pervers narcissiques existent dans les 2 sexes. Ok, donc quelqu'un de malveillant. Une personne ou un groupe de personnes, un collectif, un groupe de soi-disant copains, ou même une famille. Ça peut être un travail aussi. On peut être prise au piège d'un travail qui fait du mal, etc. On tombe dans ce piège parce qu'on n'a pas encore identifié ce prédateur en nous, parce qu'on n'a pas encore compris qu'une telle force puisse exister et qu'en plus, elle existe au fond de nous-mêmes. Au fond de nous, au fond de notre psyché, il y a nos blessures, nos déceptions, un profond sentiment de solitude face aux tourments, nos peurs, nos angoisses, nos fantasmes et des illusions aussi. Toutes ces choses qui sont des points de vulnérabilité, comme l'explique Pinkola Estés dans son livre justement.
Et ces points de vulnérabilité sont autant de points d'accroche pour tout type de prédateur. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège, on devient leur proie. Le piège d'un mariage avec une promesse de bonheur et de richesse, le piège d'un travail qui procure un statut qu'on cherche tant, le piège d'une pseudo-amitié aussi qui permet une élévation sociale, par exemple, ou le piège d'une vie trop bien rangée, aseptisée même, qui nous coupe de nos rêves. Ce sont des pièges parce qu'ils nous éloignent de qui nous sommes véritablement. Ils nous éloignent de notre essence. Voici l'histoire d'une femme, Caroline. Elle cherchait le statut social coûte que coûte. Parce que sa famille a connu la pauvreté, il fallait qu'elle s'élève haut, le plus haut possible, pour ne jamais manquer de rien. Une belle carrière dans la finance, en mariage par intérêt et un cercle d'amis élitistes plus tard, Caroline entre en crise. Et c'est assez soudain. Personne ne s'y attendait en tout cas. Crise de vie ou une sorte de déprime. Plus rien n'a de sens pour elle. Caroline se sent profondément malheureuse dans cette vie bien rangée. Elle ne supporte plus rien, ni personne, ni son travail, ni son mari, ni ses amis. Elle n'est plus elle-même, c'est en tout cas ce que son entourage lui dit. Il faut qu'elle se reprenne. Enfin, mais arrête de t'écouter comme ça, lui dit un jour une amie. Tu crois que tu es la seule à ressentir ça? Mais c'est la vie. Reprends-toi. Tu ne vas pas tout gâcher parce que tu fais ta crise de la quarantaine. Mais Caroline ne veut plus et ne peut plus se reprendre. Elle entame une thérapie. Elle se questionne, elle cherche, elle découvre et comprend ce qui l'a amenée là, dans cette vie de quête illusoire, dans ce château de cartes, qui était d'ailleurs en train de s'écrouler. Elle se sépare de son mari et arrête de fréquenter leurs amis communs. Elle se reconnecte à elle, à ses rêves, à ce qu'elle a toujours voulu faire. Quelque temps plus tard, elle ouvre une librairie multilingue, un magnifique lieu de rencontre, d'ateliers d'échange et d'exposition. Elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie dans toute sa vie. Caroline a appris qu'on ne peut pas vivre une vie qui nous coupe de nos rêves, de nos désirs. Elle a compris que sa quête de statut était un énorme piège et que la vraie vie, celle qui nous reconnecte à nous-mêmes, cette vie est ailleurs. Voilà l'histoire de Caroline. Cette crise qu'elle a traversée était salutaire, mais voilà, pendant longtemps, elle avait refusé de voir qu'il y avait du sang qui coulait. Dans le conte, la clé, la petite clé qui ouvre la porte de la pièce cachée, cette clé saigne. Elle le sent, il coule partout. Tu sais ce que signifie tout ce sang? Pinkola Estés répond très bien, elle dit, je cite, « C'est le sang des artères de notre âme. » En fait, c'est le sang de nos rêves et de nos espoirs vitaux assassinés. Voilà. On peut toujours essayer de rester dans le déni, on peut fermer les yeux sur ce carnage, mais pendant combien de temps en fait? Ça saigne, autrement dit, avec ce sang s'écoule notre énergie de vie. Il y a une hémorragie, alors il faut peut-être aller voir. Il faut aller trouver cette pièce cachée au fond de notre psyché et constater les dégâts, sans détourner les yeux. Sortir du déni, rassembler tout son courage et aller voir. Ah, pas facile. Mais c'est la seule solution. Il faut accepter d'aller voir les dégâts de ce qu'on s'était infligé dans la vie parce que on nous a dit d'être comme ci ou comme ça, toutes ces injonctions paradoxales ou pas d'ailleurs. Sois douce, sois gentille, sois fort, tu dois, etc. En fait, on les a tellement intégrés en soi qu'on a peur d'y déroger maintenant. On ne les questionne plus. Alors qu'on devrait pouvoir les remettre en question et on devrait pouvoir s'épanouir comme on l'entend. C'est comme ça. Et la vie passe et l'âme saigne. Voilà, c'est tout ça le prédateur naturel dans notre psyché. Il s'agit de le reconnaître et le maîtriser. Comment le maîtriser? On va le voir dans 15 jours.
Alors, pour l'heure, on va déjà le reconnaître et je te propose quelques exercices. J'ai préparé pour toi 3 questions. La première, si tu as déjà fait connaissance avec le prédateur naturel de ta psyché, essaye de te souvenir des pièges dans lesquels tu étais tombé dans ta vie à cause de lui. Est-ce que ton intuition te disait quelque chose à ce moment-là et tu ne l'avais pas écouté? Ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est note dans ton journal comment il se manifeste, ce prédateur, dans ton quotidien. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te fait croire? Qu'est-ce qu'il te demande de faire ou de ne pas faire? Essaye de tout screener et de tout noter. Et la dernière question, elle est presque la plus importante parce qu'elle concerne le ici et maintenant. Quel est le piège dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir. Voilà. Pour aujourd'hui, il s'agit déjà de constater et puis on verra après comment s'en sortir. Je remettrai bien sûr ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes sur LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions et des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime beaucoup recevoir des questions et des feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. Il y a un bouton de prise de rendez-vous sur le site. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de ce merveilleux conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.